Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info dans un nouveau décor pour évoquer les temps forts de l'actualité en principauté. Et ce lundi 8 septembre aura été marqué par la rentrée scolaire. Une semaine après leurs voisins français, plus de 5600 élèves ont repris le chemin de l'école aujourd'hui. De la primaire au lycée, nous avons suivi cette reprise des cours et nous l'évoquerons également avec le proviseur du lycée Albert Ier, Laure Bottaro. Et la rentrée scolaire concerne aussi les élèves de l'Académie de danse Princesse Grace, une année particulière pour l'Académie qui célèbre cette année ses 50 ans. Dans ce journal, nous parlerons pétanque avec le challenge Prince héréditaire Jacques et une 7e édition historique qui aura rassemblé l'élite mondiale de la discipline. Et puis comment se remettre des excès de l'été et repartir du bon pied pour la rentrée? C'est ce que nous avons voulu savoir ce soir en conviant sur notre antenne le nutritionniste Raphaël Gruman. Il tentera de nous éclairer à ce sujet. Une semaine après la France, les élèves de la Principauté ont repris le chemin de l'école aujourd'hui. Ils sont plus de 5600 à être concernés par cette rentrée scolaire marquée par plusieurs nouveautés. Nous les avons évoquées dernièrement avec le directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, Jean-Philippe Vinci. Parmi elles, le transfert provisoire du lycée Albert Ier à l'Annonciade sur le site de l'ancien collège Charles III. Comment s'est passée cette rentrée pour les lycéens? Réponse avec Chrisinda Petit-Homel et Camille Caloni. C'est une rentrée un peu inédite pour les élèves du lycée Albert Ier. Ce matin, c'est dans un tout nouveau décor qu'ils ont repris le chemin des cours. Installés provisoirement dans les locaux de l'Annonciade, fraîchement réhabilités, ils y poursuivront leur scolarité le temps que l'établissement historique de Monaco-Ville soit entièrement rénové. Un chantier d'1 an destiné à moderniser le bâtiment tout en préservant son âme. Jérôme Bonin, intendant du lycée, nous en dit plus sur les nouvelles installations. On pourrait dire une Annonciade 2.0 avec des salles entièrement équipées d'écrans numériques, de tableaux interactifs, de nouveaux espaces pour les élèves, un foyer éducatif vraiment étendu par rapport au site de Monaco-Ville, des équipements sportifs que nous n'avions pas au lycée, donc on n'a plus de déplacement pour les élèves. Et après, un bâtiment qui a été entièrement repeint, réhabilité par les services du gouvernement. De nouvelles installations donc pour cette rentrée, mais aussi de nouvelles règles. Pas de téléphone, pas de numérique, c'est une prise de conscience sur l'addiction des jeunes avec le numérique, le téléphone, essayer de leur faire prendre conscience de l'usage excessif des appareils numériques durant la journée. Alors, ils vont avoir le droit à une petite pochette. À quoi servira-t-elle ? Donc ils arrivent, ils mettent leur téléphone dans la pochette qui est une cage de Faraday. C'est vraiment pour isoler le téléphone de l'élève. Et à la sortie, simplement, pour consulter le téléphone, ils déclipsent la pochette et ils ont accès à leur téléphone comme habituellement. Une mesure qui pourtant ne semble pas faire l'unanimité parmi les élèves. Moi je pense que c'est une très mauvaise idée parce qu'on nous parle de responsabilité, on nous parle de maturité, on nous dit qu'on a bientôt 18 ans, qu'il va falloir aussi prendre notre vie en main et derrière on nous interdit complètement l'usage du téléphone. Ils auraient pu le faire que dans la classe, mais non, ils ont décidé que ça soit aussi à la cantine, dans les cours de récré, etc. Moi par exemple, j'ai personne dans ma classe, si je dois manger tout seul, encore plus sur mon téléphone, je pense que ça va être lourd. Pas de téléphone, je pense que c'est un petit peu une atteinte à la vie privée. Ça ne nous permet pas de parler à nos parents si on a des problèmes. Si nos parents ils veulent nous joindre, ils n'ont pas forcément envie de contacter la vie scolaire parce que peut-être ça peut être des raisons familiales assez privées qu'ils n'ont pas envie de partager. C'est aussi, comme mon camarade il a dit, ils nous disent qu'on doit grandir et être comme des adultes, mais pourtant ils nous enlèvent nos téléphones comme si on était des enfants et on ne savait pas se contrôler. Donc je ne suis pas trop d'accord avec moi personnellement. Et sinon, cette rentrée, ça s'est passé comment dans l'ensemble ? Elle s'est bien passée, hein. Un peu déçu de ma classe et de l'emploi du temps, mais bon, ça devrait aller, on a des bons profs et faut s'y faire, de toute façon on va y passer l'année. Ça s'est passé plutôt bien. Bon, c'est pas le lycée comme l'année dernière, mais voilà, c'est l'établissement comme d'habitude. Les nouveautés, ça va, ça choque un petit peu, mais sinon assez sympathique. Entre cadre provisoire, innovation pédagogique et règlements plus stricts, cette rentrée 2025 restera sans doute dans les mémoires des lycéens comme de leurs professeurs. Une rentrée particulière donc pour les élèves du lycée Albert Ier. Nous sommes justement
En duplex avec le proviseur de l'établissement. Bonsoir Laure Bottaro. Bonsoir Émilie Rousseau. Nous venons d'entendre le point de vue des élèves. Comment s'est passée la rentrée de votre côté? Je dirais qu'elle s'est très bien passée. Et quels sont les premiers échos que vous avez eus, aussi bien du côté des élèves que du côté des professeurs? Ils sont contents de voir que le bâtiment a été si bien rénové, que des structures spécifiques ont été mises à leur disposition, que ce soit les enseignants, les différents personnels ou même les élèves. Je dirais qu'ils vont prendre possession des lieux assez rapidement, ils vont bien s'habituer, ça va très très bien se passer. Il y a eu de grands changements au sein du bâtiment? Nous avons fait, au-delà de la rénovation esthétique et des différents branchements, nous avons installé des ENI. Donc, ce sont des télévisions numériques qui permettent de vidéo-projeter l'écran de l'enseignant aux élèves. C'est un gros investissement. On est vraiment équipé de pointe au niveau informatique. Donc tout est réuni pour créer un climat scolaire serein, comme l'a évoqué Jean-Philippe Vinci lors de la conférence de presse de rentrée. Oui, tout est réuni pour ça. On a réussi à dessiner vraiment un espace qui est très bien. Et puis, ce qui est certain, c'est qu'au-delà du changement d'établissement et du changement de lieu pour une année, l'esprit reste le même. Les enseignants, les équipes, en majorité, restent les mêmes. Leur motivation et leur façon de travailler restent la même. Oui, de quoi mener à bien les ambitions et les objectifs de cette année scolaire 2025-2026. On le sait, le taux de réussite au baccalauréat en principauté est exceptionnel. Oui, on va avoir d'aussi bons résultats cette année. On va les faire travailler avec autant d'efficacité et les mener à la réussite. Ce sont les ambitions de cette année et ce sont vos ambitions également en tant que proviseur? Oui, mon ambition, c'est de les amener à la réussite, mais aussi de les amener dans un climat serein. Il faut qu'ils puissent s'épanouir. Au-delà même de leur réussite au niveau scolaire, il est très important qu'ils s'épanouissent. Le déménagement provisoire du lycée Albert Ier à l'Annonciade n'est pas la seule nouveauté de la rentrée. Vous le savez, depuis cette année, les téléphones portables sont interdits au sein des établissements scolaires. Comment cela a été accueilli par les lycéens ? Alors ce matin, lorsque je leur ai annoncé dans mon discours de rentrée pour les terminales et les premières, ça a été accueilli avec beaucoup de silence. Je dirais qu'il leur faut le temps de comprendre que c'est un outil pédagogique qui leur permet de faire le geste par eux-mêmes, de dire stop, je n'utilise pas mon portable sur le temps scolaire, je fais un break avec les téléphones portables. Une véritable déconnexion en fait, hein. Oui, c'est le but. C'est qu'ils redécouvrent la façon tout simplement de parler à leurs camarades, d'échanger de vive voix lors des récréations, dans les couloirs, à la cantine. C'est véritablement ça. Je pense que le but, bon, du moins pour moi, c'est de leur permettre un temps d'échange vrai. Et lutter contre cette addiction. Merci infiniment, Laure Bottaro, d'avoir été notre invitée ce soir et excellente rentrée à vous. Je vous remercie. Pour eux aussi, c'est une rentrée particulière, une rentrée qui marque une nouvelle étape dans leur parcours scolaire. Je veux parler des 6e, pour qui ce retour en classe est synonyme de découverte et de défi. Le reportage au collège Charles III de Fabien Bonilla et Marie-Ève Béé. Il n'est pas encore tout à fait 14 heures. Les 270 élèves de 6e sont devant la grille du collège Charles III avec leurs parents. En revanche, au moment de passer ce portail, ils sont seuls. C'est un nouvel univers pour eux. Mais Cédric Bertrand, le principal, leur fait un discours pédagogue et rassurant. Il fait également l'appel. Les élèves découvrent leur nouvelle classe. Au moins, c'est cool d'essayer un nouvel établissement et ouais, c'est cool. J'ai retrouvé Gasparet, donc je suis content et voilà. C'est un peu stressant, enfin, on vient de changer d'école et tout, mais ça veut dire que c'est le départ d'une nouvelle aventure et tout, et c'est très excitant. Le passage de la primaire au collège, une grande étape, un chamboulement. On a dit au revoir à sa maîtresse pour découvrir désormais plusieurs professeurs. C'est un grand changement, mais qui se fait en douceur. C'est un travail de longue haleine, puisqu'on a commencé ce travail dès le mois de juin. On leur a permis, avec leur classe et leurs professeurs des écoles, de venir visiter le bâtiment. Donc déjà, on démystifie le collège par le biais des visites des salles, des lieux et de l'ambiance.
Ensuite, lors de l'appel, comme vous avez pu voir, on a essayé de dédramatiser ce moment en leur parlant simplement, mais en leur donnant confiance, en leur présentant le personnel qui va s'occuper d'eux. Et ça, c'est très important. Ils peuvent mettre un visage sur un nom et c'est quelque chose qui les rassure. Et ensuite, évidemment, on va travailler pendant un certain temps, les premières semaines, sur de la pédagogie, les accompagner dans leurs activités, discuter avec eux. Et puis évidemment, le grand projet qui arrive au mois de janvier, c'est la classe d'intégration, qui est un séjour au ski d'une semaine pour les élèves de 6e. Après avoir découvert leurs nouveaux camarades, direction la photo de classe. Ils rentrent enfin en cours pour faire connaissance avec leur professeur principal. Ce professeur leur donne les consignes nécessaires pour une bonne rentrée. Les emplois du temps sont distribués sur chaque table. Et c'est une nouveauté, une pochette qui renfermera tout au long de la scolarité le fameux téléphone portable. Cet après-midi était un amuse-bouche. Les cours débuteront réellement demain à 8h et il faudra attendre le 22 octobre au soir pour les prochaines vacances. Rentrée studieuse également à l'institution François d'Assise Nicolas Barré. Les élèves ont reçu ce matin la visite du ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre, du directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, Jean-Philippe Vinci, et de l'archevêque de Monaco, Monseigneur David. Ils ont été accueillis par le nouveau directeur de l'établissement, Franck Fantino, qui a succédé à Christine Lanzerini, partie à la retraite. Et Lionel Beffre et Jean-Philippe Vinci étaient également présents à la rentrée de l'école de Fontvieille, aux côtés du ministre d'État Christophe Mirmand. Une rentrée marquée par des projets pédagogiques renouvelés. Le récit de Christine Dapetit-Homel et Camille Caloni. À Fontvieille, les écoliers ont repris le chemin de l'école ce matin. Pour les accueillir sur le pas de la porte, le directeur bien sûr, les instituteurs, mais aussi le ministre d'État, Christophe Mirmand, qui participait lui aussi à sa toute première rentrée en principauté. Entre excitation et regard timide, la rentrée s'est déroulée dans une ambiance joyeuse mais studieuse. Et si les enfants ont pu retrouver leurs camarades, mais aussi découvrir leur nouvel enseignant et ranger leurs affaires dans leur bureau, pour les parents, la matinée s'est passée dans le calme avec l'émotion habituelle du premier jour. Ça s'est bien passé. Ils sont tous contents de retrouver les copains, les copines, le maître, l'école, quoi. Donc c'est génial. Puis alors vous êtes maman de 7 enfants, donc 7 rentrées différentes, non, un encore, pas encore, mais... Encore quelques-uns avec moi, mais oui, ce matin j'en ai qu'un, mais il y en a quelques-uns cet après-midi qui rentrent aussi, donc bon, c'est toujours très émotionnel, chaque étape est difficile, hein, collège, lycée, mais bon, c'est sympa quand même. Alors on est contente que la rentrée soit enfin aujourd'hui. Mais maman n'aime pas porter les sacs de la rentrée. Ah bah non, hein, vous avez beaucoup trop d'affaires pour la rentrée, hein, c'est difficile. J'en ai 2 aussi, c'est pour ça. Mais bon, le grand frère, ça y est, CM2, super. Dernière année et CE2 là, hein. C'est bien, non? Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Bien, et j'ai hâte de retourner à l'école. Pourquoi tu as hâte de retourner à l'école? Pour retrouver mes copains. Et toi? Parce que j'adore l'école et j'aime bien mes copains et j'aime bien travailler. Le directeur Alexandre Moreno a annoncé les temps forts de l'année entre projets culturels, éducatifs, sportifs ou numériques. L'année se présente déjà sous les meilleurs auspices pour les élèves et leurs instituteurs. Les temps forts de cette nouvelle année, ça va être la présentation déjà à la rentrée du nouveau carnet de correspondance, avec, si vous voulez, un règlement qui apparaît, qui est beaucoup plus visible en quelque sorte. Également la préparation des festivités à l'approche des fêtes nationales, vous le savez. C'est un moment toujours très solennel qui se déroule dans la cour ici présente. Et également toutes les épreuves qu'il peut y avoir dans une année scolaire, les évaluations nationales, nous parlons d'une école primaire, nous parlons de classes de CP, de CM2, de CE1, C2, CM1. Et donc ce sont des temps forts dans une année, des festivités, des préparations à des évaluations et également la participation de l'école à certaines, je dirais, activités comme la NFL par exemple, comme chaque année. Au niveau du bâtiment, au niveau de la sécurité, au niveau du bâtiment, nous avons des nouvelles caméras qui ont été installées. Et nous avons également un bâtiment qui est rénové, puisque le bâtiment date de 1988. Et bien pendant l'été, nous avons beaucoup de travaux qui ont été réalisés, justement, pour garantir une meilleure isolation. Nous avons présenté les nouvelles réalisations qui ont été faites dans l'établissement, mais également le nouveau carnet de correspondance et également
Nous avons parlé du téléphone portable, comme vous le savez, qui est interdit dans les écoles, mais pour éviter que les enfants ne se retrouvent dans des situations délicates, eh bien, nous avons des housses qui permettent justement, pour ceux qui ont des téléphones, ces housses permettent de mettre le téléphone à l'intérieur et l'enfant pourra récupérer son téléphone et en disposer lorsque l'école sera terminée. Alors on est dans une école où les enfants sont encore petits. Est-ce qu'ils sont nombreux déjà à avoir un téléphone? Eh bien, nous avons effectué un petit sondage ce matin et effectivement, nous avons par classe à peu près 6-7 élèves qui ont levé la main et qui disposent d'un téléphone portable. Plus de téléphones donc au sein de l'école, mais une rentrée réussie, placée sous le signe de la curiosité, de la convivialité et de l'organisation. Nous sommes en train de vérifier les inscriptions pour la garderie et la cantine avec les parents quand ils arrivent pour que tout soit prêt pour cette nouvelle rentrée. Alors il y a beaucoup d'enfants qui déjeunent à la cantine? On a beaucoup d'enfants, oui, qui mangent à la cantine. Le nombre exact, je ne pourrais pas vous le dire, mais oui. Et la garderie? La garderie aussi, oui. Demain, ce seront les maternelles qui retrouveront les bancs de l'école. La rentrée scolaire concerne aussi les élèves de l'Académie de danse Princesse Grace. 50 ans après sa création, l'institution continue de former les grands noms de la danse de demain tout en leur apportant un enseignement général. Devika Guéranfard et Camille Caloni sont allés à leur rencontre à la Casamia. C'est l'une des écoles de danse les plus prestigieuses au monde qui faisait sa rentrée ce matin. Ici, à l'Académie Princesse Grace, la rigueur et l'exigence s'unissent à la passion pour le 6e art, une reprise particulière placée sous le signe de l'anniversaire de l'institution. Je suis très fier de pouvoir représenter aujourd'hui cette école dans ses 50 ans et naturellement je prends très au sérieux comme la saison va aller, mais on a vraiment projeté quelque chose de très beau. En plus, c'est les 40 ans de Ballet de Monte Carlo, alors ensemble, il y a vraiment une très belle année à Monaco sur la danse. Cette année, ce sont 53 élèves venus de 20 pays différents qui suivront une formation complète. Au programme danse, composition, préparation physique ou encore histoire de la danse, avec un seul objectif, se préparer à entrer sur les plus grandes scènes internationales. Je suis stressée parce que je rencontre plein de nouveaux profs, plein de nouvelles choses. Mais après, je sais ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était travailler. Ce que je voulais, c'était l'autonomie. Ce que je voulais, c'était rester à danser et aimer ce que je fais. Je vais essayer de progresser au maximum, d'écouter, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles techniques de danse et voilà. C'est une petite famille, hein. En fait, c'est une petite école, une petite famille, mais qui est devenue aujourd'hui une très grande école. Alors, il faut qu'ils se sentent bien à l'aise comme à la maison. Mais c'est sûr, on arrive dans un nouveau endroit. On a un peu peur, on a laissé nos parents, on a des rêves vraiment importants et cette excitation donne aussi un petit peu de la peur, mais c'est un petit peu ce qui se passe quand on change quelque chose et le but aujourd'hui c'est d'être près d'eux pour faire en sorte que la peur ne gagne pas sur l'excitation. Pour l'instant je continue sur la lignée, après il y a plein de spectacles etc. donc forcément ça nous donne un petit chemin à suivre. Pour ces jeunes danseurs, cette rentrée marque le début d'une nouvelle aventure, mais les regards sont déjà tournés vers la scène du Grimaldi Forum qui accueillera le 19 décembre prochain un spectacle à l'occasion de l'anniversaire de l'Académie. Voilà pour ce large chapitre consacré à la rentrée scolaire en principauté. Parlons pétanque à présent et l'élite mondiale de la discipline qui s'était donné rendez-vous à Monaco ce week-end pour le Challenge Prince Héréditaire Jacques. La 7e édition aura été historique comme vous le relate Yannick de Bever dans ce reportage réalisé avec Julien Logier. Il faisait partie des favoris d'un tournoi international de pétanque. À un mois de fêter ses 15 ans, déjà, le statut de Dawson Earlman force le respect. Le phénomène de la pétanque française était aligné en triplette avec son père Marcel et son oncle Joseph, tous deux joueurs de haut niveau. En finale, face à la sélection nationale belge qui faisait jouer là les deux derniers champions nationaux, la famille a d'abord tremblé. Il a fallu tourner. Dawson a laissé son poste de tireur à son oncle. Un choix payant puisque menée 11-7, la triplette Earlman-Jiménez a retourné le score pour s'imposer 13-11. Dawson Earlman devient à 14 ans et 11 mois le plus jeune vainqueur de l'international de pétanque de Monaco.
Toujours à la compétition, très heureux de jouer avec le cousin et surtout avec mon fils. Pendant un petit moment, j'étais absent. Du coup, on s'est retrouvé un peu à la Marseillaise, lui avec son équipe et moi la mienne. Et là, c'est le plus beau cadeau du monde que ce que je peux avoir ici avec mon fils et mon cousin. Et c'est, vous voyez dans les yeux, j'ai les larmes, tout. C'est magnifique. Vraiment ému, surtout avec mon père et mon oncle. Franchement, je suis vraiment content. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette finale? Est-ce que tu peux nous résumer cette finale? On était mené 7-12, c'était un peu dur, parce que si on faisait une erreur, on allait au bouchon. Après, le terrain n'était pas facile. On a su garder le calme, on l'a fait, je suis vraiment content. Le seul couac de ce week-end côté monégasque, c'est l'absence d'équipe rouge et blanche sur la journée du dimanche. Toutes ont été éliminées au stade des 16e de finale ou avant. Mais au-delà de l'aspect sportif, l'organisation était une fois de plus millimétrée, orchestrée par Stéphane Pintus, pour qui c'était le dernier challenge Prince héréditaire Jacques en tant que président de la Fédération monégasque de boules. Ah oui, c'est une page qui se tourne, mais c'est une page qui se tourne pour Monaco, c'est une nouvelle page qui débute pour moi avec ces nouvelles fonctions au niveau international. Puis on verra bien comment ça va se passer. La relève, je pense qu'elle est assurée ici à Monaco, ça roule, tout le monde fait bien son travail pour que les prochaines éditions se déroulent normalement et comme il faut, il n'y a pas de souci là-dessus, je ne me fais pas de souci là-dessus. Avant de laisser la place à son successeur, Stéphane Pintus a un autre tournoi international à diriger le week-end prochain avec cette fois les meilleures triplettes féminines du monde qui s'affronteront à l'occasion du Challenge Princesse Gabriela. Et à noter que ce week-end, le club bouliste accueillera le 4e Challenge Princesse Gabriela, un tournoi international féminin cette fois-ci. Les vacances touchent donc à leur fin avec la rentrée et pour beaucoup, elles ont rimé avec barbecue entre amis, glace à volonté et quelques excès bien mérités. Des écarts qui sont parfois difficiles à digérer. Ce soir, nous avons voulu savoir quels étaient les réflexes à adopter pour reprendre de bonnes habitudes alimentaires en douceur et qui, de mieux qu'un nutritionniste pour nous répondre. Bonsoir Raphaël Gruman. Bonsoir. L'été est souvent synonyme de tentation et d'excès en termes de nutrition. Comment se remettre de cette période où nous n'avons pas forcément fait attention à ce qu'il y a dans nos assiettes ? Déjà, il va falloir essayer de se remettre d'équerre sur des horaires. Parce que souvent, pendant l'été, on a tendance à décaler ses horaires par rapport à une saison régulière. Donc, on va essayer de retrouver un rythme au niveau alimentaire, essayer de ne pas sauter de repas, déjà de prendre un bon petit déjeuner pour bien débuter la journée. Je conseille généralement, moi, à mes patients, plutôt des petits déjeuners qui sont riches en protéines pour avoir une bonne satiété le matin, donc c'est-à-dire consommer des œufs, du jambon, mais prendre des laitages aussi le matin, c'est intéressant. Donc d'avoir un petit déjeuner vraiment dense, ce qui permet de tenir toute la matinée sans fringales, sans coup de pompe aussi. Donc ça, c'est vraiment le plus important. D'avoir des horaires réguliers aussi sur le repas du midi, parce que en fonction des jours de la semaine, on peut avoir des repas qui peuvent être soit à midi, soit à 14h, et là, on a du mal à gérer ces sensations de faim. Donc aussi, essayer de cadrer ces horaires-là. Moi, je conseille dans l'après-midi d'avoir une petite collation, ce qui permet de temporiser jusqu'au repas du soir, et ainsi d'éviter les fringales de fin de journée. On a une baisse de concentration, et ça permet d'éviter de grignoter aussi en fin de journée. C'est souvent là où ça pose problème. Et comme ça, déjà, on a remis en place des bons repères nutritionnels. On l'entend, c'est retrouver un rythme et aussi un équilibre alimentaire. Hein. Exactement. Alors là, au niveau de l'assiette, il va falloir essayer de limiter un petit peu les produits sucrés, parce que l'été, on a tendance à consommer plus de produits sucrés, se faire un peu plus facilement plaisir avec des glaces, par exemple. Alors c'est sympa justement pendant l'été, puisque c'est exceptionnel, mais il faut savoir aussi reprendre un rythme un peu plus normal une fois revenu à la maison, et donc diminuer les apports de sucre. Ça, c'est très important, surtout sur les fins de journée, parce qu'on sait que le sucre est aussi un excitant pour le corps, donc ça peut perturber le sommeil. Donc essayer de calmer les apports de sucre, surtout sur la fin de journée. Et comment faire sans tomber dans trop de restrictions ? Alors, il faut savoir aussi se faire plaisir, parce que l'alimentation, ça reste une source de plaisir. Donc, il faut toujours garder des moments de plaisir dans la semaine. Donc, on parlait d'une glace, par exemple. On peut continuer à consommer des glaces, mais peut-être pas tous les jours comme on l'aurait fait l'été. Peut-être 1 fois, 2 fois par semaine, se faire plaisir avec un produit sucré et surtout avoir des moments de convivialité, parce que l'alimentation, c'est aussi ça, c'est avoir partagé des repas sympathiques avec des amis, avec sa famille. Donc, s'autoriser un bon repas accompagné, c'est toujours plus agréable.
Et il faut aussi remettre son corps en mouvement alors qu'on a peut-être été un petit peu plus sédentaire pendant l'été. Oui, retrouver une routine d'activité physique. Je ne parle pas forcément de sport, mais d'activité physique, c'est-à-dire marcher un petit peu plus, avoir des exercices aussi qu'on peut faire à la maison très facilement de renforcement musculaire. Ça, vraiment, pas besoin de matériel, pas besoin de beaucoup de temps pour le faire. Franchement, on peut le faire, 10-15 minutes, un jour sur 2. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Des petits exercices de gainage, par exemple, savoir faire la planche, vous savez, sur les avant-bras, ou faire des squats, c'est-à-dire travailler justement les membres inférieurs. Donc, se relever plusieurs fois en s'accroupissant, mais ça permet de densifier la masse musculaire, ça permet bien sûr de s'activer, de perdre un petit peu de poids et de renforcer le muscle. Et on sait que le muscle, c'est ce qui consomme des calories, c'est ce qui brûle le plus. Donc, c'est bien de marcher, bien sûr, pour avoir une activité cardio, mais il faut aussi pas oublier de tonifier sa masse musculaire. L'activité physique et l'équilibre alimentaire vont de pair. Bien sûr, et équilibrer son alimentation en fonction de son activité physique. C'est pour ça que je disais de ne pas sauter de repas, c'est important pour que le corps soit nourri tout au long de la journée et ait les bons nutriments nécessaires pour justement entretenir le muscle. Oui, on parle nutrition, Raphaël Gruman, mais il est important de rappeler qu'il faut se faire accompagner si on entame une détox post-vacances. Bien sûr, nous, en tant que nutritionnistes, on n'est pas là que pour faire perdre du poids à des patients, on est là aussi pour les accompagner dans un équilibre alimentaire. Le but, c'est de trouver les bons repères nutritionnels en cette rentrée, justement, de retrouver des bons repères pour équilibrer son alimentation, des bonnes pratiques à mettre en place au quotidien. Et donc ça, bien sûr, ça passe par un accompagnement nutritionnel. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Gruman, d'avoir été notre invité ce soir. Plaisir. On le rappelle, vous êtes nutritionniste et auteur de plusieurs ouvrages aux éditions Le Duc. Merci à vous. Merci à vous. Elles ont sillonné les routes de la Riviera le temps d'une journée. Les participantes du rallye féminin de voitures anciennes organisé par Childcare Monaco se sont réunies pour la bonne cause hier. Elles ont été accueillies en fin de parcours au Monte Carlo Beach par son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, et de nombreux officiels. Notre équipe y était également pour capter cet instant. Sarah Nkari et Lionel Bernardi. French Riviera, chic et glamour, c'était le thème de cette 12e édition du rallye féminin de voitures anciennes. Et comme chaque année, absolument tous les participants ont joué le jeu. Le thème, c'était Grace Kelly et Brigitte Bardot, donc on essaie de faire une tenue Riviera chic, on essaie d'être dans le thème. Vous avez de très beaux chapeaux. Merci. Vêtues de leurs plus belles tenues, à bord de ces 30 voitures de collection, les équipes ont parcouru près de 100 km. Le départ était donné le matin même sur la place du Casino. Premier stop à Roquefort-les-Pins, puis à Grasse. Retour par le bord de mer avec une dernière halte à Beaulieu avant de rallier le Monte Carlo Beach pour la remise des prix. Une dizaine ont été attribués, dont le plus prestigieux décerné par la princesse Stéphanie. On s'y attendait pas. Sincèrement, c'est une surprise. Au-delà des sourires et de la convivialité, cet événement porte un message fort, soutenir l'association Childcare Monaco dans ses actions humanitaires menées en Inde auprès de la jeunesse. Cette année, les fonds récoltés vont nous servir à acheter du matériel, des vêtements, du matériel pour la cuisine, donc de l'électroménager, plein de choses, regarnir, on va dire, même en meubles, notre orphelinat à Jaipur. Voilà, parce qu'on a accueilli de nouveaux enfants et donc, bien évidemment, on manque de matériel. Le prochain voyage est prévu en octobre et le prochain rallye le 13 septembre. Certaines sont déjà réinscrites pour 2026. Un bien beau succès pour la bonne cause. On referme ce journal comme nous l'avons débuté avec la rentrée scolaire. Le Palais Princier a dévoilé d'ailleurs aujourd'hui des photos du retour à l'école du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella, photo que vous découvrez actuellement à l'écran. Âgés de 10 ans, les enfants du prince Albert II et de la princesse Charlène ont fait leur rentrée en CM2. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, les prévisions météo de Christinda Petit-Homel. Quant à nous, on se retrouve demain à 19h pour un nouveau JT sur Monaco Info.
Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Demain à Monaco, la journée sera plutôt ensoleillée avec quelques passages nuageux, avec un mercure qui grimpera jusqu'à 24 degrés. Attention toutefois, un risque d'orage est signalé. Pensez donc à sortir vos parapluies au cas où. Et puis côté histoire, demain nous fêterons les Alains. Alors, le prénom Alain était très populaire au Moyen-Âge, notamment en Bretagne et en Normandie. Une anecdote amusante raconte que plusieurs seigneurs bretons nommés Alain signaient parfois leurs actes officiels avec le surnom Alain le Brave ou Alain le Hardi, même s'ils n'avaient jamais combattu sur un champ de bataille. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.